Bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons à parler du pouvoir royal au Moyen Âge en étudiant un autre fondement du pouvoir royal, c'est-à-dire le domaine royal. Le domaine royal, on va le voir à travers Philippe Auguste, un roi qui a contribué à augmenter significativement ce domaine. Alors vous aviez une activité à faire. Quelle réaction Philippe Auguste adopte-t-il face à son vassal désobéissant Jean sans Terre? Avant de répondre à cette question, donc il faut comprendre de qui on parle. Donc Philippe Auguste, c'est lui, c'est le roi de France, et c'est un roi qui a été surnommé Auguste, ce n'est pas pour rien. Auguste, vous vous rappelez hein, que c'était un terme dont on désignait les empereurs euh, romains, ça veut dire béni des dieux hein, en quelque sorte. Donc c'est un roi qui est considéré comme très important et ayant une action extrêmement bénéfique. Et donc ce roi, quand il arrive au pouvoir, eh bien, il est dans une position plutôt de faiblesse, parce que en fait, il contrôle très peu de territoire en France. Le domaine qu'il contrôle directement, c'est-à-dire le domaine royal, est tout petit. Et vous voyez, hein, quand on regarde, une très très grande partie du territoire est en fait contrôlée par les Plantagenets. Et les Plantagenets, ce ne sont autres que c'est la famille en fait, la dynastie qui dirige le royaume d'Angleterre. Donc les Plantagenets contrôlent, vous voyez, tout l'ouest de la France, et le roi de France contrôle uniquement une toute petite partie du territoire. Il y a la partie en vert qui contrôle directement, et puis donc vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des fiefs, ici et là, comté de Champagne, duché de Bourgogne, comté de Flandre, et les fiefs, ce sont des territoires que le roi confie à des grands nobles qui prêtent un serment qu'on appelle l'hommage. Ils jurent de servir le roi et de l'aider et de lui apporter conseil et en cas de guerre de le défendre ou d'attaquer avec lui s'il le demande. Donc ça, ce sont les vassaux. Les grands vassaux, ce sont ceux qui possèdent les grands fiefs. Et le roi d'Angleterre, étant donné que ses possessions se trouvent en France, tout seigneur est un vassal du roi de France. Mais le roi d'Angleterre est un vassal tellement puissant qu'en fait, eh ben, il va chercher à s'imposer, à imposer sa volonté par rapport à Philippe Auguste. Et on le voit ici, dans ce texte, que Jean sans Terre, eh bien, refuse de se soumettre à la justice du roi. Il considère que le roi de France n'a pas d'autorité sur lui, alors même qu'il lui a prêté un serment de fidélité quand il en a eu besoin. Et donc, il va défier donc l'autorité de Philippe Auguste, et ce que fait Philippe Auguste, eh bien, c'est qu'il va assiéger les châteaux que Jean sans Terre ne voulait pas rendre, et en assiégeant ces châteaux, il va en même temps récupérer les territoires qui étaient associés à ces châteaux, et du coup augmenter le domaine royal. Voilà pour la première question. Ensuite, qui s'oppose lors de la bataille de Bouvines? Donc on voit ici une miniature hein, qui vient des grandes chroniques de France. Et cette miniature illustre donc la bataille de Bouvines. Alors, on voit ici le roi Philippe Auguste. Il est monté sur un cheval et orné de la fleur de lys et d'une couronne qui permettent de le reconnaître. Il est entouré, vous voyez, par des grands seigneurs. Ce sont c'est les grands vassaux, les différents ducs et comtes qui l'accompagnent. Et on voit tous les soldats qu'ils ont amenés avec eux, qu'on ne peut pas distinguer ici. Mais donc voilà la coalition, enfin l'armée du roi de France. Et face à lui, il y a ce qu'on appelle une coalition, c'est-à-dire une alliance entre plusieurs rois et plusieurs armées. Donc ici, vous voyez, il y a Othon IV, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est l'Allemagne actuelle, qui s'est allié avec Jean sans Terre pour vaincre le roi de France. Et cette coalition donc était supérieure en nombre à l'armée du roi Philippe Auguste. Le roi Philippe Auguste, on estime qu'il avait environ 9000 hommes, alors que la coalition, le roi Philippe Auguste avait 7000 hommes, alors que la coalition avait 9000 hommes.
Alors, où se trouve Bouvines sur le territoire? Donc, on va commencer par situer sur une carte. Voilà, donc Bouvines, c'est en France, dans le nord de la France, dans la région des Flandres. Vous voyez, à cet endroit-là. Et dans cette région, donc, Jean Santerre avait rassemblé une coalition. Lui n'est pas présent lui-même avec ses troupes, mais plusieurs seigneurs, des seigneurs de nationalités différentes, hein, français, anglais, allemands, sont réunis contre le roi de France. Alors vous pourrez être surpris d'ailleurs de voir qu'il y avait des seigneurs français parmi la coalition de Jean Santerre, mais il faut savoir que les Plantagenets, même si c'était le roi d'Angleterre, eux-mêmes parlaient français, puisque les rois d'Angleterre, c'était des descendants des ducs de Normandie, qu'ils parlaient français, un français absolument parfait, le même que les Français, et qu'une grande partie de leur territoire était en France. Donc les rois d'Angleterre de cette époque-là se définissaient davantage comme français que comme anglais. Il faut attendre le XIVe siècle pour que véritablement le cœur du royaume d'Angleterre devienne réellement l'Angleterre. Pour les rois d'Angleterre de cette époque-là, la France est aussi importante que l'Angleterre. Et c'est pourquoi ils ont aussi des fidèles en France, et donc on va retrouver dans la coalition des seigneurs. Alors que le roi de France était en position moins avantageuse a priori puisqu'il avait moins d'hommes, eh bien la bataille va tourner à son avantage et ça va être une véritable catastrophe pour la coalition qui va se dissoudre. Il va y avoir certains grands nobles qui vont être arrêtés, qui vont être emprisonnés. C'était très avantageux lors des batailles de capturer un chef ennemi parce qu'après on pouvait le libérer contre rançon et ça rapportait énormément d'argent. Othon IV va sans réussir à s'enfuir, mais une fois retourné dans l'empire romain germanique, eh bien, il va perdre son trône. Et Jean sans Terre va être durablement affaibli, puisque il va devoir faire face à une révolte de ses vassaux en Angleterre, et le pouvoir royal en Angleterre va en être très durablement affaibli. Quant à Philippe Auguste, hein, c'est la question suivante, eh bien, il va en profiter pour augmenter le domaine royal. À force de victoires, vous voyez, eh bien, il remporte énormément de territoires qui vont devenir dans la dépendance, qui vont entrer dans la dépendance directe du roi de France. Et c'est très avantageux parce que le domaine royal, il est administré directement, donc c'est le roi qui prélève directement des impôts. Tous ceux qui vivent dans le domaine royal ne répondent qu'au roi. Il n'y a pas l'intermédiaire d'un seigneur local. Il n'y a pas un vassal qui pourrait faire de l'ombre au roi. Donc, pour le roi, le domaine royal, c'est la source la plus sûre de revenus et de pouvoir. Alors, on vous demandait ensuite, dans la question 4, d'après les documents 4 et 5, quels moyens Philippe Auguste utilise-t-il pour imposer son pouvoir dans le royaume? Alors, dans le document 4, on voit que Philippe Auguste ordonne que les baillis tiennent chaque mois une séance qu'on appellera une assise. Et que ce jour-là, donc, les baillis rendront la justice au nom du roi. Donc, un moyen d'exercer le pouvoir, eh bien, c'est le fait d'exercer directement une justice royale selon les lois du royaume et non pas des lois locales. C'est-à-dire de permettre à tous les sujets du roi de France de demander en appel à avoir un jugement du roi s'ils ne sont pas contents de la justice de leur seigneur, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est une façon d'imposer le fait que la justice royale est supérieure à la justice locale et que les lois du royaume de France, eh bien, s'appliquent à tous. Donc ça, c'est un moyen très important d'exercer son pouvoir. Et deuxième moyen, eh bien, ce sont les impôts. Donc il est écrit dans le deuxième paragraphe, nous prescrivons que tous les revenus, nos services et nos recettes soient portés à Paris à 3 périodes de l'année. Ça veut dire que les seigneurs locaux, ceux qui perçoivent les impôts localement, ne peuvent pas garder le trésor ou l'administrer au nom du roi. Tout l'argent qui est récolté dans les provinces doit être ramené à Paris et donc il est géré directement par le roi. Donc les impôts royaux directs vont être une source de pouvoir importante pour le roi. Dernière chose que l'on voit ici, vous voyez, c'est le sceau royal. Alors le sceau, qu'est-ce que c'est?
eh bien, c'était donc ce médaillon que vous voyez qu'on appliquait en bas de chaque acte officiel, de chaque texte officiel que publiait le roi. Donc on scellait, c'est-à-dire marquait du sceau, on imprimait le sceau dans de la cire et on l'utilisait pour fermer, pour cacheter un texte. Et de cette manière-là, il était scellé par le roi et on imprimait en bas de la feuille, on imprimait le sceau royal. Et de cette manière-là, le document royal était considéré comme officiel et supérieur à tous les autres documents. Donc il y a une forme d'unification du territoire autour des lois et autour des impôts qui va permettre au roi d'augmenter son pouvoir. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, si le roi parvient à imposer la justice royale et les impôts royaux, c'est avant tout parce que c'est un roi victorieux dans la guerre. Hein, à l'époque, on est dans une société féodale, ce qui fait la puissance d'un seigneur, c'est sa puissance militaire. Et c'est parce que Philippe Auguste est un grand roi guerrier qu'il arrive à remporter beaucoup de victoires, qu'il va réussir à s'allier beaucoup de seigneurs et qu'il va réussir à augmenter le domaine royal. Et c'est par ces victoires qu'il peut imposer le reste, qu'il peut imposer la justice, qu'il peut imposer les impôts. Un roi qui est faible militairement ne pourrait pas s'imposer face à ses seigneurs. Et à chaque fois qu'il y a eu dans l'histoire un roi faible militairement, eh bien, la couronne a été en danger et le pouvoir royal a pu changer de main. C'est ce qui est arrivé quand Hugues Capet a pris le pouvoir, c'est ce qui est arrivé quand Pépin le Bref, le père de Charlemagne, avait pris le pouvoir. Donc, avant tout, ce qui donne le pouvoir au roi, c'est le pouvoir militaire, qui lui permet de contrôler des terres nombreuses, administrer directement le domaine royal, et qui vont lui permettre du coup de récolter beaucoup d'impôts et d'exercer la justice directement. Voilà pour ce cours sur le domaine royal, j'espère que c'est clair et je vous dis à bientôt. Au revoir.